Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Tu es né de la terre. Ta tête légèrement levée vers le ciel, comme pour le contempler. Plus de 6000 ans se sont écoulés, pendant lesquels nous avons mangé, survécu, procréé et connu une évolution constante. Mais aujourd'hui encore, nous essayons de faire sens de tout cela. Le pichet à tête humaine est une argile rouge issue de la culture de Yangshao et fabriquée il y a 6000 ou 6500 ans, à une époque où l'on polissait la pierre, où l'on commençait à pratiquer l'élevage, à défricher la terre et où l'on vivait en tribu. L'humanité entrait alors dans l'ère du néolithique. La céramique fut la toute première création humaine. Le travail des mains, de la terre, de l'eau et du feu entraîne des réactions physiques et chimiques qui transforment la matière. De cette expérience au contact de la terre, l'homme s'est rendu compte de sa capacité à créer d'innombrables objets. La naissance est une journée qui s'illumine. La mort est une nuit qui tombe. Les hommes n'ont cessé de se poser des questions obsédantes. Des questions qui se sont fondues dans cette argile lourde. Des questions qui émanent de cette réflexion sur la vie et la mort. L'homme a alors commencé à s'observer lui-même. L'aube des anciennes civilisations de l'humanité correspond plus ou moins à la naissance des arts de l'effigie. Ce pichet provenant de la culture de Yangshao est juste une figure parmi tant d'autres exprimant le trouble existentiel de l'humain. Est-ce un homme, une femme? Difficile à dire. On peut néanmoins constater que la légère moue du personnage suggère l'innocence d'un enfant. Ce récipient, pichet à corps humain, semble dessiner un ventre large et féminin qui indiquerait les rondeurs de la femme et sa capacité à enfanter. Dans le dos de la figure, une ouverture ovale en saillie permet de remplir le récipient. Le liquide sera alors versé par les fentes de la bouche et des yeux, d'étroits passages qui rendent l'objet peu fonctionnel. D'où une interrogation sur d'éventuelles autres fonctions. L'eau qui s'écoule des yeux rappellerait ainsi les larmes de douleur de l'enfantement. Ces formes créées à l'image de nos ancêtres ont, à l'inverse de leurs créateurs, traversé le temps et leurs traits sont toujours aussi nets aujourd'hui. En regardant ce regard venu du fond des âges, on peut sentir cette âme voyageuse, cette âme qui nous révèle la force de la vie. C'est comme si 6000 ans s'étaient écoulés en un instant. Les villages sont devenus pays. Les signes sont devenus poèmes. Les appels sont devenus chansons. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
Il y a 9000 ans, une grue vint mourir dans un village. Par la suite, des villageois trouvèrent un os provenant de ses ailes. Ils crurent alors entendre quelque chose. Ils penchèrent l'oreille et entendirent résonner des sanglots de grue. Ils eurent alors une idée audacieuse, creuser l'os pour en faire un instrument de musique. De là, une flûte rudimentaire apparut. Les trous ne sont pas bien alignés et l'embouchure n'est pas très affinée. Mais grâce à cette idée géniale, nos ancêtres façonnent un instrument de musique simple qui continuera à se développer et à se complexifier jusqu'à nos jours. C'est 现代的声音。这是1000年前的声音。这是骨笛，有9000年的历史，是最远古的声音。Ding Xiaocui conserve précieusement une réplique de la fameuse flûte en os. L'original fut découverte sur le site néolithique de Jiahu, province du Henan, et aurait entre 7800 et 9000 ans d'âge. C'est d'ailleurs à cet endroit que de 1986 à 1987 ont été mises au jour plus de 20 flûtes du même type. Il s'agit de l'instrument le plus ancien découvert à ce jour en Chine. À l'origine, cette flûte aurait eu pour fonction d'imiter le chant des oiseaux afin de les attirer et de les attraper. Puis, peu à peu, cet appôt pour chasseur serait devenu un instrument de musique fêtant le retour de la chasse. Plus tard encore, l'évolution de la sensibilité esthétique nécessita des sonorités de plus en plus complexes. Le passage de 5 à 7 trous, voire même 8, des flûtes en os de Jiahu témoigne de cette évolution. On pense généralement que la musique traditionnelle chinoise possède 5 hauteurs de sons différentes, alors que celle possédant 7 tonalités serait étrangère. Or, étant donné que la flûte en os à 7 trous peut déjà produire des sons similaires aux 7 tonalités actuelles, de nombreux chercheurs se sont vus contraints de changer d'avis sur la musique traditionnelle chinoise. Pour les chasseurs du néolithique, trouver l'emplacement idéal des trous le long de l'os irrégulier de la grue ne pouvait se faire que de façon empirique, en apprenant de leurs échecs. Encore aujourd'hui, les meilleurs accordeurs de flûte utilisent la même technique ancestrale. « 9000 ans se sont écoulés. La vie est devenue un art, et la flûte en os s'est métamorphosée en une grande famille de flûtes de bambou. Aujourd'hui, Ding Xiaocui est l'un des musiciens chinois qui se servent de cette flûte vieille de plusieurs milliers d'années pour exprimer une sensibilité très contemporaine. Mais en même temps, seul le son de la flûte en os de Jiahu semble être capable de refléter les échos de l'histoire humaine. L'air qui circule entre les trous de cette flûte n'est autre que la respiration de ces hommes qui vivaient il y a 9000 ans. C'est le premier souffle de la civilisation, juste un souffle de vent, juste un air qui nous émeut encore et toujours. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. La poterie est l'art qui permet de donner vie à la terre. La terre que l'on bat, que l'on modèle,
que l'on brûle. Former une poterie, c'est comme former une personne. Après une série d'épreuves, la terre informe devient ustensile, incarnation de tous les possibles. Parmi les poteries de la Chine ancienne, ce pot en forme d'aigle est un exemple exceptionnel. Né il y a 6000 ans, cet aigle nous vient de la culture néolithique de Yangshao. La plupart des poteries peintes produites par la culture de Yangshao sont des objets du quotidien. De cette période, ce pot est l'unique ustensile connu représentant un oiseau. Quelle était la finalité de cet objet? Contenir de l'eau? Renfermer du grain? Ou bien était-ce un objet de culte? Pourquoi lui avoir donné une telle apparence? Autant d'interrogations qui ajoutent au mystère et qui rendent cet objet si fascinant. Une chose est cependant certaine, ce pot est la preuve qu'il y a 6000 ans, en Chine, la fonctionnalité et l'esthétique des ustensiles du quotidien avaient déjà atteint une grande perfection. 王者之气，虽然看起来非常可爱，但是它的那种气势，它的那种霸气，还是很明显。Keke aime particulièrement les objets antiques d'apparence animale. Elle compte justement faire une copie du pot en forme d'aigle. Mais après 6000 ans, il nous est impossible de savoir concrètement de quelle manière cet objet a été fabriqué. Pour lui donner une nouvelle vie, les potiers d'aujourd'hui ne peuvent s'aider que de photos, de leur imagination et de leur propre talent. 我开始做的时候，我会先做这个身体这一部分啊，稍微等它干燥一些以后呢，把它翻过来，然后呢再继续做它的这个腿部，包括它的这个支撑。那最后呢，再会把这个鹰的这个头部再做上去。 Il s'agit en fait d'un aigle aux pattes bien grasses. De façon astucieuse, la queue sert de troisième pied au tripode. La poitrine et le corps constituent la plus grande partie. Mais après tout, ne serait-ce pas dans le ventre que réside l'essentiel? Ce pot à l'apparence archaïque possède en même temps le style épuré de la plaine centrale. Mais ce qui est véritablement remarquable, au-delà de sa majesté intrinsèque, c'est son esthétique résolument moderne que l'on pourrait retrouver dans les mangas d'aujourd'hui. Nous avons donc là une parfaite osmose entre le passé le plus lointain et la culture la plus actuelle. On ne peut que s'émerveiller devant une telle maîtrise artistique. Tenir ce pot dans ses mains, c'est tenir à bout de bras un morceau de terre vieux de 6000 ans. C'est sentir entre ses doigts la source de la civilisation chinoise. La poterie demande une parfaite maîtrise du temps. Trop sèche, et l'argile se fend. Trop humide, et elle se déforme. Pour atteindre la perfection, les artisans ont toujours eu besoin de patience. Que ce soit pour sécher, cuire ou refroidir, rien ne saurait s'accomplir dans la précipitation. Aujourd'hui, nous nous plaignons souvent du rythme trop rapide de la vie. Nous n'avons plus le temps de rien. Du fond de leurs 6000 ans, les artisans du passé nous apprennent à vivre en paix avec le temps. Si ce pot en forme d'aigle pouvait parler, il nous raconterait peut-être le long processus qui l'a fait naître dans et hors du four. Aujourd'hui, ce pot est jalousement gardé au Musée national de Chine. On peut y admirer sa facture d'exception, sa forme ingénieuse et son charme aussi unique que puissant. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Comment vous représentez-vous un objet artisanal d'une extrême finesse?
Diriez-vous que c'est aussi fin qu'une feuille de papier? Que la tranche d'une pièce de monnaie? Quelle épaisseur? 1 centimètre? 1 millimètre? Voire même 0,2 mm? 4000 ans en arrière, nous voici à l'époque de la culture de Longshan, dans le bassin inférieur et moyen du fleuve Jaune. C'est là que la matière la plus rudimentaire a rencontré le summum de la technologie. Très peu de coupes noires à parois fines ont été excavées. Elles représentent l'apogée des arts de la poterie de l'époque. Les premières civilisations furent illuminées par les simples reflets de l'argile. Mais entre tous les genres d'argile peinte, la coupe noire de Longshan brille par son originalité. La facture la plus fine que l'on ait jamais vue pour l'époque. Tel est l'avis d'une grande partie des archéologues à travers le monde. 这件蛋壳黑陶杯漆壁非常薄，口沿这个地方大约只有0.2到0.5，我都不敢使劲动它。里边还有陶丸。它这个镂空这个眼有点小哈，应该看不到这个陶丸。这是古人的一个杰作呀，特别高挑，最漂亮的是我们蛋壳陶中最漂亮的。 Aucune coupe mise au jour ne ressemble à une autre, ce qui témoigne de leur unicité. Ainsi, chaque pièce semble être chargée de croyances et de vénération. C'est bien ce travail d'orfèvre qui a fait de cette coupe un objet tout à fait unique. De nos jours, même si nous le voulions, nous ne serions pas en mesure d'atteindre une telle finesse. 这哪能显示出这个轮制的痕迹来？从这个部位可以很清晰的看到快轮制作的痕迹，这些地方也能看到。En raison de l'extrême fragilité du matériau, il est indispensable d'avoir un plateau de haute précision et un tournage d'une grande stabilité pour être en mesure de fabriquer ce genre de petits récipients. Comme jusqu'à présent, aucun site de fabrication n'a été découvert, nous devons nous contenter d'imaginer la façon dont fonctionnaient les tours il y a plus de 4000 ans. La matière dont est faite la coupe provient d'une terre fine prélevée au fond d'un fleuve ou d'un lac. Si elle ne contient aucune impureté, c'est qu'elle a été longtemps brassée par l'eau. Ici, le plus simple des matériaux a été exploité à la perfection pour garantir, après le travail de façonnage, fermeté et finesse. La température du four et la durée de la cuisson déterminent le destin de chaque poterie. La technologie préhistorique qui a présidé à la naissance de cette coupe suit le même principe. Grâce à la haute température d'un four hermétique unique, les molécules de carbone ont pu s'incruster dans les minuscules pores de la terre crue. Cette technique originale permet d'obtenir une surface noire après le lustrage de l'objet. Ces reflets métalliques mystérieux procure un effet visuel tout à fait saisissant, à tel point que l'on ressent malgré soi une crainte révérencieuse ainsi que le sentiment profond que l'on ne peut manipuler cette coupe qu'avec le plus grand respect. On peut ainsi imaginer que la fabrication d'un objet aussi sophistiqué était l'apanage d'une classe sociale déterminée. Mais à quoi bon tant d'efforts, tant d'investissements humains pour atteindre une telle perfection? Seule une finalité rituelle pourrait expliquer l'existence de ce type de coupe. Utiliser un système normalisé et des objets ultra sophistiqués dans le but d'incarner le sacré des cérémonies sacrificielles, telles sont les nécessités du pouvoir et de la hiérarchie. À l'époque de la culture de Longshan, dans la région côtière du Shandong et du bassin inférieur du fleuve Jaune, la fabrication de la poterie suit une évolution allant de l'aléatoire vers le rigoureux. Une évolution qui annonce la lente formation d'un nouvel ordre social. Si cette coupe est effectivement un objet rituel, le manque de dureté du matériau se verra plus tard avantageusement remplacé par le bronze. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Cette mystérieuse pièce de jade fut découverte en Mongolie intérieure.
L'animal a un museau recourbé, des yeux protubérants, une mâchoire inférieure scarifiée et une crinière ondoyante, ce qui donne l'impression d'un essor en plein ciel. La facture est simple et élégante, la qualité du jade fine et brillante. Même s'il y a bien longtemps que le vent est retombé, le dragon, lui, sillonne toujours les airs. Une pièce de jade vert similaire, connue sous le nom de premier dragon de Chine, avait déjà été découverte dans le village de Sanxingtala. Si ces deux dragons de jade furent découverts dans le bassin du fleuve Liaohe, près de Chifeng, c'est que cette région fut le berceau de la culture de Hongshan, vieille de 5000 ans. À cette époque, les humains vivaient en harmonie avec la nature. La vie, l'esprit, l'imagination pure s'exprimaient et se transmettaient par leurs mains. La plupart des objets en jade issus de la culture de Hongshan sont simples, massifs et sans fioritures. Ce dragon porcin est l'une des figures les plus courantes. Il s'agit en fait du symbole le plus représentatif de la culture de Hongshan. En fait, les figures de dragons porcins en argile de la culture de Xinglonghua sont antérieures à celles de la culture de Hongshan. Également, des coquillages figurant des dragons félins furent découverts dans des tombes datant de la culture de Yangshan. Étonnamment, quoique fort éloignées les unes des autres, ces différentes cultures semblent avoir eu les mêmes sources d'inspiration. Ainsi, le dragon est-il toujours représenté en animal hybride sacré. Toutes les choses semblent avoir une seule et même origine, et cela vaut aussi pour les multiples ethnies de Chine. Le dragon est le symbole du peuple chinois, puisqu'il est censé être leur ancêtre commun. Chacune des facettes de la vie des Chinois forme ainsi une écaille sur son corps toujours en mouvement. Aussi est-il devenu l'emblème de la culture chinoise. Mais comment le symbole du dragon s'est-il formé? Ces différentes pièces de jade sont autant d'indices nous permettant de remonter le temps. Les représentations du dragon évoluent au gré des sensibilités esthétiques des différentes époques. Les pendants en position de dragon lové, qui font penser à des fœtus dans le sein maternel, sont certainement les représentations les plus anciennes. On dirait le début d'une vie, ou bien même le début de la civilisation. Si l'on tient ce jade sous la lumière, tout comme le faisaient sans doute ces Chinois du néolithique, on peut alors admirer sa clarté, sa semi-transparence, ainsi que sa posture prête à l'envol. Ce morceau de jade, c'est comme une partie de notre corps qui tendrait vers l'intemporalité céleste pour y planer, pour y danser. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Pour certains, ce jade aurait un lien avec l'astrologie. Pour d'autres, il s'agirait de la divination par les chiffres, prélude aux mathématiques. Pour d'autres encore, ce serait un calendrier, ou bien encore le légendaire carré magique de Luo.
Toutes ces hypothèses convergent vers une technologie et une culture préhistorique très avancée. Le site archéologique de Lingjiatan, province de Lanhui, est peu connu. Il cache pourtant une découverte pour le moins surprenante. Lorsqu'elle fut découverte, cette exquise plaque de jade était posée entre les deux parties d'une carapace de tortue, ce qui indiquerait un ensemble de 3 pièces. La carapace se compose de 2 parties, dossière et plastron, dans lesquels ont été percés plusieurs trous ronds et symétriques. Le centre de la plaque comporte un petit cercle ciselé, à partir duquel rayonnent dans toutes les directions 8 lignes droites en forme de flèche. À l'extérieur du grand cercle, on voit également 4 autres flèches pointant vers les 4 coins de la plaque de jade. Toutes ces indications semblent juste vouloir nous désigner des nombres et des orientations. Mais lorsqu'on veut déchiffrer en profondeur leur sens véritable, on comprend alors qu'il s'agit de figures mathématiques complexes et d'une cosmogonie énigmatique. Les 2 pièces de la carapace sont pourvues de trous. La dossière en a 8, le plastron 5. Une fois mis l'un sur l'autre, la somme totale de ces trous correspond au nombre des écailles de la véritable dossière de tortue, soit 5 au centre et 4 de chaque côté. La plaque indique les 8 directions. Elle se caractérise aussi par 5 trous sur le côté gauche et 5 sur le côté droit. À Lingjiatan furent également découvertes dans 2 tombes différentes 6 figurines de jade, 3 accroupies et 3 debout. Elles ont les mains bien à plat sur leur poitrine, paumes ouvertes, et semblent vouloir exprimer quelque chose. Comme les humains ont 2 mains et 5 doigts à chaque main, la culture chinoise a utilisé un système quinaire que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans le concept des 5 éléments. Lorsque nous combinons et recombinons des nombres inférieurs à 10, surgissent des phénomènes mathématiques intéressants. La méthode de combinaison est la suivante. On met 1, 2, 3, 4, 5 au-dessus à gauche, 6, 7, 8, 9, 10 en dessous à droite. Voici donc le fameux carré de Luo qui indique la loi du mouvement ordonné de l'univers. Luo étant un terme faisant référence au vaisseau sanguin. Il s'agit en fait d'un état d'équilibre suprême car la somme des nombres dans les lignes droites est toujours égale à celle des lignes obliques. On remarque aussi que sur son côté supérieur, la plaque est percée de 9 trous et de 4 sur le côté inférieur, ce qui fait penser au carré de Luo. C'est pour cette raison que certains le considèrent comme l'origine du carré de Luo. Mais d'autres pensent que la plaque a marqué le début de la divination par les chiffres en Chine, autrement dit, la base des nombres abstraits. L'étoile à 8 branches au centre de la plaque reste également un mystère qui n'a rien perdu de sa fascination. Encore aujourd'hui, nombreuses sont les ethnies de Chine qui utilisent ce signe, un signe qui est même répandu dans bien d'autres cultures du monde. Il semble en effet porter en lui le code de la loi naturelle que nous avons tendance à négliger, voire à oublier. On retrouve également ce type d'étoile sur l'aigle de jade de Lingjiatan. Mais bien sûr, la magie de Lingjiatan ne s'arrête pas là, puisqu'elle nous a également ouvert le monde du jade. Disques, ornements, haches, herminettes, anneaux, bracelets, pendants, perles, etc. Autant de pièces de jade formant tout un attirail rituel. La richesse et la profondeur des symboles qui ont été révélés à Lingjiatan sont exceptionnels. Cet apogée de la civilisation humaine préhistorique est pourtant sous-estimé. La surface totale du site archéologique de Lingjiatan représente environ 160 hectares. Mais jusqu'à présent, les 5 fouilles successives n'ont mis à jour qu'un 800e de la surface totale. Dans un futur très proche, il est probable que nous soyons de nouveau surpris par de nouvelles découvertes.